Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous commençons à 15h15 à l'heure et l'heure c'est maintenant. Donc je vous propose de commencer. Donc merci à tous et toutes d'être venus à cette conférence. Alors, le titre est un peu différent, mais c'est bien quelles sont les conséquences du ZAN en Suisse sur le programme qui, par je ne sais quel hasard, est devenu sobriété foncière et zéro artificialisation nette en contexte transfrontalier, le cas du Grand Genève. Alors, il se trouve que, comme hier, pour celles et ceux qui sont venus à la table ronde, je suis toujours Raphaël Languillon, je suis toujours géographe et je suis toujours à la fois agent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, missionné au Japon, et chercheur associé à l'Université de Genève où j'ai enseigné 4 ans avant de prendre mes fonctions au ministère des Affaires étrangères. Et je vous parle depuis le contexte d'un projet de recherche, qui est un projet de recherche financé par un certain nombre de bailleurs publics. Ils sont une vingtaine, parmi lesquels vous avez l'Union sociale de l'habitat, qui est la fêtière des organismes d'HLM, de logements sociaux. Et vous avez également le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, plus Idéal, la Caisse des dépôts, enfin, tous ces organismes-là. Et le projet cherche à réfléchir sur les impacts de la sobriété foncière en perspective ZAN, non pas d'un point de vue écologique et environnemental, qui est son pensée initiale, mais d'un point de vue social, c'est-à-dire de son impensée quelque part sociétale, au-delà du tournant écologique et environnemental et de la politique climatique, qui est son contexte initial d'émergence. Alors, je vous signale un certain nombre de productions de ce collectif de recherche avant d'entrer dans le vif du sujet. Ce tour d'horizon des politiques de sobriété foncière en Europe, réalisé par mon collègue Maxence Naudin, avec lequel je fais une autre présentation demain, pour celles et ceux qui sont intéressés. Et puis, ce petit fascicule qui est en open access, gratuit, où vous trouvez un certain nombre d'éléments comparatifs avec le cas suisse, mais également le cas de l'Angleterre et le cas du Japon, puisqu'il faut bien mettre un peu de Japon dans ces activités-là. Alors, pourquoi est-ce que l'on parle de ce contexte transfrontalier et de l'impact de la sobriété foncière en contexte transfrontalier? C'est justement parce que vous avez dans un contexte transfrontalier un élément central qui est la frontière. Et vous savez qu'en géographie, on définit une frontière comme un espace de discontinuité dans lequel la principale discontinuité est la législation nationale, puisque vous êtes sur deux États et donc du coup législation nationale, mais vous avez également des discontinuités en termes d'aménagement, vous avez des discontinuités en termes de densification, de densité, en termes d'usage du sol, en termes de culture de l'aménagement, en termes de dynamique économique, de dynamique démographique, également en termes de coût du foncier. Et dans le cas du Genevois, de la région transfrontalière du Genevois, vous avez une discontinuité en termes de sobriété foncière. Et c'est tout l'intérêt du coup de voir ce qu'il se passe lorsque soudainement la France met en place sa propre sobriété foncière en perspective ZAN, dans ce contexte initialement où le différentiel de sobriété foncière est un moteur de développement régional. Alors, ça s'inscrit dans le cadre du FIG, puisqu'on parle des terres, donc on parle de sobriété foncière, et puis on parle des Alpes, donc on parle du Genevois. Donc vous cochez les deux cases. Alors, on ne voit pas très bien en raison d'un éclairage un peu fort, mais vous voyez sur la sur la figure de gauche, le Genevois vu de l'espace, où vous reconnaissez ce lac Léman, qu'à Genève on appelle le lac de Genève, puisque c'est le nôtre. Et puis vous avez cette tache urbaine qui n'est pas que du canton de Genève, qui est en fait une tache urbaine qui s'étend sur 2000 km, donc c'est une tache urbaine assez vaste qui comprend 211 communes à la fois dans l'État de Genève, le canton de Genève, le canton de Vaud, avec le district de Nyon, qui se trouve au nord-ouest, et puis les parties françaises du Genevois français, qui sont constituées d'un certain nombre de pays, comme le pays de Gex, par exemple, le Genevois, Arves-et-Salève, etc., c'est-à-dire des intercommunalités. Tout ça rassemble à peu près une agglomération d'1 million d'habitants. On ne dit pas que Genève fait 1 million, mais l'agglomération transfrontalière fait à peu près 1 million. C'est à peu près équivalent à l'agglomération transfrontalière lilloise, qui est de taille à peu près comparable, pour vous mettre des ordres de grandeur dans la tête. C'est à peu près comparable au Grand Toulouse ou au Grand Bordeaux en termes de poids démographique. Alors,
vous voyez que dans ce contexte-là, c'est mis en place. Alors, je vous aurais laissé retrouver le tracé de la frontière sur l'image satellite si jamais on la voyait un peu mieux. Et vous verrez que ce tracé de la frontière, en fait, il fait déjà émerger une discontinuité très forte entre un paysage agricole très bien préservé du côté du canton de Genève et des espaces très urbanisés, très artificialisés du côté français, ce qui fait que la frontière, en fait, est assez facile à retracer en fonction de cette discontinuité d'artificialisation très visible, y compris depuis l'espace. Comme quoi, il n'y a pas que la muraille de Chine qu'on voit depuis l'espace, il y a aussi la sobriété foncière genevoise. Cet aménagement transrégional, il est le fruit d'une dynamique dans laquelle on est obligé de penser l'artificialisation comme la résultante de deux dynamiques à la fois démographiques et économiques, l'emploi et le logement. Souvent, quand on parle du logement, on évacue complètement les questions d'emploi. Et quand on pense l'économie de l'emploi, qui est l'économie sérieuse par excellence, on oublie complètement que les gens qui travaillent sont aussi des corps qui ont besoin de dormir, se reproduire, se reposer, se loger. Et donc, on oublie que cette économie de l'emploi, elle est directement connectée à l'économie du logement, qui interroge du coup les aménageurs et les géographes. Sur ce graphique de gauche, vous avez deux courbes qui sont particulièrement importantes à regarder. C'est des travaux que je mène avec un collègue qui se trouve actuellement à l'Université de Toronto. Il s'appelle Sébastien Lamblay. La courbe bleue, qui est le nombre de logements construits dans le canton de Genève, pas dans le Genevois transfrontalier, dans le canton de Genève. Et puis la courbe verte, qui est le nombre de titulaires d'un permis frontalier, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans le canton de Genève, mais qui ne vivent pas, qui ne logent pas, ils logent du côté français ou alors dans le district de Nyon, c'est-à-dire dans le canton voisin de Vaud où se trouve Lausanne. Et vous voyez que pendant très longtemps, vous aviez un découplage entre le nombre de logements et le nombre de personnes vivant de l'autre côté de la frontière. Ça veut dire qu'en gros, Genève construisait pour les gens qui travaillaient dans son canton. C'est en gros jusqu'aux années 75 ou 75, si vous préférez. Après, vous avez une période où le nombre de frontaliers commence à augmenter un petit peu et le nombre de logements que le canton de Genève produit sur son propre territoire qui se tasse drastiquement, avec finalement une sorte de tunnel un peu couplé jusqu'aux années 2000. Et puis à partir des années 2000, on a un découplage fort entre un canton de Genève qui n'arrive plus à produire suffisamment de logements et mécaniquement du coup un nombre de transfrontaliers qui explose jusqu'à atteindre, comme vous pouvez le voir, à peu près entre 100 110 000 personnes, ce qui signifie quotidiennement, alors moins avec le télétravail bien sûr, mais quotidiennement entre 200 000, 240 000 passages à la frontière, parce que si vous passez dans un sens, vous repassez dans l'autre sens pour rentrer chez vous. Donc en fait, vous passez deux fois. Donc quasiment 200 000, 230 000 passages à la frontière, vous voyez qu'on commence à faire, c'est l'équivalent de l'agglomération de Clermont-Ferrand qui transite sur la frontière genevoise. Et vous voyez, du coup, ici, dans les graphiques, dans les diagrammes circulaires, que la répartition du gain démographique et la répartition géographique de la création d'emplois est opposée. C'est-à-dire que la plupart des nouveaux habitants se situent à plus de la moitié dans le Genevois français, entre 2008 et 2019. Et puis, les trois quarts des emplois nouvellement créés dans la région se situent dans le canton de Genève. Donc là, vous avez une distorsion absolument fantastique, ce qui explique qu'en fait, Genève, le canton de Genève, exporte son besoin en logement de l'autre côté de ses frontières. Ce qui, d'un point de vue de sobriété foncière, signifie que Genève exporte l'artificialisation des sols nécessaires à son économie en dehors de son territoire. Ça veut dire que la sobriété foncière genevoise, qui a l'air vertueuse dans un contexte national, doit être prise en considération à une échelle transnationale pour que l'on puisse mesurer ses effets réels en termes d'artificialisation des sols. Cette machinerie foncière, elle est donc du coup, elle répond à un différentiel de législation d'aménagement entre les deux côtés de la frontière. Côté suisse, on a une vieille loi de 79 qui s'appelle la loi d'aménagement du territoire, la LAT, qui est une loi fédérale.
C'est-à-dire que ce n'est pas une loi qui est propre au canton de Genève, c'est une loi qui est propre à l'ensemble de la Confédération suisse, la Confédération helvétique, que chaque canton doit traduire dans sa propre législation. Ça rappelle un peu le fonctionnement de l'UE, là, pour le coup. Mais la Confédération regarde quand même comment chaque canton traduit la loi dans sa propre législation et puis qu'est-ce qu'il est fait en termes d'aménagement. Cette loi d'aménagement du territoire, elle a été révisée en 2014, donc récemment, et elle a été rendue plus restrictive. Ça veut dire qu'à présent, cette loi fédérale interdit les développements sur de la terre non artificialisée en discontinuité de front urbain. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter comme ça un champ au hasard quelque part et puis le considérer que vous allez faire un nouveau village ou un nouveau développement, un nouveau cœur d'urbanité. Ça, c'est plus possible. Ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de quotas, et là ça commence à vous rappeler des choses quand on pense aux ânes, il y a un certain nombre de quotas d'artificialisation de terres agricoles ou de terres forestières, mais c'est surtout des terres agricoles qui intéressent en Suisse, canton par canton, que les cantons ne peuvent pas dépasser. D'accord ? Et dans un contexte déjà très tendu d'un point de vue de l'incapacité à produire suffisamment de logements sur son territoire, cette révision en 2014 de la LAT rend encore plus compliquée la situation genevoise à Genève. Et donc, depuis 2014, on a un effet accélérateur sur l'exportation des besoins en artificialisation pour produire du logement de l'autre côté de la frontière, côté français, avec des annulations retentissantes de projets d'aménagement de logement. En gros, l'État fédéral a par exemple annulé un projet de 50 000 logements sur le canton de Genève d'ici 2030. Donc ça veut dire que ces 50 000 logements, vous pouvez parier qu'ils vont être du coup certainement aménagés de l'autre côté de la frontière. En tout cas, c'est l'espoir que nourrit un certain nombre de décideurs sur le canton. Côté français, on avait pendant longtemps une attention quand même assez importante à la sobriété foncière depuis la loi SRU, ensuite la loi Elan, un certain nombre de lois qui rendent obligatoire une certaine attention au contrôle de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols. Mais on n'était pas encore sur quelque chose d'aussi ambitieux que la sobriété foncière en perspective ZAN. Et dans le Genevois français, on avait depuis 2002, donc rappelez-vous la courbe qui explose en 2000 sur le nombre de frontaliers, on avait en 2002 un accord fiscal entre le Genevois français et l'État de Genève sur une reversion d'une partie de l'imposition sur les revenus de frontaliers. Et là, quelque part, Genève a été très malin. Elle, avec cet accord fiscal sur le reversement d'une partie de l'imposition sur les revenus entre la France et la Suisse, des gens qui viennent travailler chez elle mais qui vivent en France, quelque part, elle va inciter fiscalement les municipalités françaises à produire du logement pour son économie, puisqu'elle reverse une partie de sa propre fiscalité à ces communes-là. Et donc, on a une double incitation. On a la taxe foncière, qui est le principal impôt qui permet de faire rentrer des moyens dans les budgets municipaux, qui est adossé du coup à de l'artificialisation pour produire du logement, attirer de nouveaux habitants. Et on a côté suisse cette incitation fiscale, cette part de reversion, qui parfois correspond à plus d'un tiers des budgets des municipalités. Donc c'est énorme. Ce qui explique pourquoi est-ce que vous avez, alors vous voyez sur cette photo, vous avez le lac de Genève, on va l'appeler comme ça pour ne pas les vexer, vous avez ces terrains agricoles qui sont protégés par la loi suisse, et vous avez le Genevois français, ici c'est le grand Annemasse, où vous devinez qu'une grande partie de ce que vous voyez a été grignoté récemment dans les 2 dernières décennies sur du foncier agricole. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que le foncier du Genevois est grignoté, artificialisé pour répondre à ce besoin en logement. Vous avez 1500 hectares qui ont été artificialisés sur la dernière décennie. Ça correspond à présent à un taux de 63% du territoire artificialisé et urbanisé, contre 25% seulement à Genève. Donc, vous voyez un peu le décalage. Vous avez 77% de cette artificialisation qui est pour produire du logement. Là où en France, le logement ne représente que 2 tiers. Alors, c'est déjà beaucoup, mais que 2 tiers. Donc, vous voyez que ce push fiscal suisse pour produire du logement explique pourquoi est-ce que les taux la part du logement dans l'artificialisation est plus importante dans cette région qu'au niveau national français.
Et puis, vous avez une croissance assez forte de cette artificialisation, ce qui vous donne en fait très rapidement ces cartes de mouvement de frontaliers quotidiennement, hein, vous voyez, et la part la plus importante, elle vient essentiellement 31 000 de l'agglomération Annemasse et le Pays de Gex ensuite 19 000. Et puis, vous voyez qu'au fur et à mesure que, c'est la carte de droite, que les territoires sont massivement artificialisés, eh bien, les nouveaux arrivants vivent de plus en plus loin. Et c'est comme ça que vous avez une dynamique d'étalement de cette région transfrontalière du côté français, où les gens vont aller vivre de plus en plus loin, tout en continuant à travailler dans le canton de Genève, ce qui suppose un bilan carbone doublement catastrophique. Catastrophique une première fois parce qu'on artificialise le sol, donc on détruit sa capacité à stocker du carbone, et catastrophique une deuxième fois puisque les temps de transport sont de plus en plus élevés. Arrive du coup le ZAN, côté français. Alors, le ZAN, on en parle beaucoup, il n'existe pas encore. Hein. On est sur une baisse de 50%, c'est de la trajectoire de sobriété foncière. On diminue de 50% la consommation, l'artificialisation par rapport à la décennie précédente. Donc, le ZAN, il n'est pas encore physiquement là. Moi, je parlerai plutôt de sobriété foncière en perspective ZAN, mais en tout cas, depuis 2021, on est sur cette dynamique-là au niveau de l'aménagement des espaces. Et ce ZAN qui, bon, vous le savez à présent, on l'a beaucoup répété, s'inscrit dans une politique de lutte contre la transformation du climat, hein, puisqu'on n'a pas qu'un réchauffement dans le climat, c'est très très hétérogène dans les différents effets, mais on va dire dans une lutte contre le changement climatique. Et cette politique donc, se développe également dans le Genevois avec cette question, est-ce que l'on n'est pas sur un petit effet de grain de sable sur les dynamiques d'aménagement du Genevois? Alors, comme dans tous les autres territoires, le Genevois doit territorialiser la sobriété foncière en perspective ZAN. Bon. Cette territorialisation, elle pose d'abord la question des quotas à artificialiser. D'accord ? Qui sont d'abord déterminés dans les SRADET, qui sont ensuite répartis dans les SCOT et puis dans les PLUI, les PLU-PLUI, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux et les plans locaux d'urbanisme lorsqu'ils sont à l'échelle communale, qui, donc du coup, déterminent le stock de foncier que chaque commune peut artificialiser, tout besoin d'artificialisation compris. Donc on a le logement, certes, on a les infrastructures scolaires, santé, les hôpitaux, etc., les infrastructures de transport, tout ce qui concerne en fait les besoins locaux. Hein, les grands projets d'importance nationale et européens, ils ont été sortis des quotas. Bon. On l'a dit, le Genevois français a beaucoup artificialisé pour répondre à la demande en logement qui venait du canton de Genève et de l'État voisin. Ça veut dire que lorsque l'on va faire le bilan des bons et des mauvais élèves sur les décennies précédentes, on va regarder l'effort, on va regarder les dynamiques, on va dire, un peu excessives, et puis on va se rendre compte que le Genevois, il a beaucoup trop artificialisé. Donc, il y a une forte chance que dans les négociations, la sobriété foncière en perspective ZAN soit déployée dans une version très dure vis-à-vis de l'ensemble du Genevois. Et dans le détail des différentes collectivités, que le partage des droits à artificialiser, qui est en train de se négocier, se fasse au détriment des municipalités qui ont le plus artificialisé pour répondre à la demande en logement. En particulier des communes comme par exemple Annemasse, Gaillard, qui ont produit le plus d'efforts en logement collectif, c'est-à-dire qui ont joué le jeu du Genevois français. Là où certaines municipalités un peu plus soucieuses d'une forme d'entre-soi, ce que Éric Chameau dirait une forme de clubisation, vont mettre en avant les villas avec jardin comme étant finalement des formes de sobriété foncière avant le ZAN. Donc il y a des questions de justice spatiale, justice sociale, justice vis-à-vis de l'artificialisation du logement qui se posent et qui se posent sur des temporalités longues qui peuvent parfois aboutir à beaucoup de crispations. Et puis se pose la question du logement social, puisque ce besoin d'artificialisation, qui est un besoin en logement, qui vient du canton de Genève, avec des gens qui ont souvent des salaires en francs suisses, ou en tout cas dont un des membres du couple ont des salaires en francs suisses, qui ont un facteur de 1 à 4 par rapport au salaire français, hein, en termes de niveau de vie. Bon. Il faut monter les prix. Ça veut dire que les gens qui ont des salaires en euros, des gens qui travaillent
dans le territoire du Genevois français et qui reçoivent des salaires en euros avec des niveaux de vie français, eh bien, ils n'arrivent plus à répondre à la demande. 40% des logements de plus de 200 mètres carrés contiennent au moins une personne avec un salaire en francs suisses dans la région. Ça veut dire que si vous voulez un logement avec des conditions de vie décentes, vous devez vous reculer de la frontière si vous voulez garder un niveau assez intéressant. D'où je viens ensuite à des éléments de discussion assez rapidement. Mais alors du coup, avec Lausanne, qu'est-ce qui va se passer côté suisse, cette fois-ci? On avait la LAT. 2014, on avait sa révision qui accentue l'exportation côté français du besoin au logement et du besoin en artificialisation qui correspond à ça. On avait aussi, côté suisse, cette lancée économique où on va créer le plus d'emplois que l'on peut, sans égard pour le logement, puisque c'est la France qui répondait à cet aspect-là. Donc on pouvait très bien continuer à une sorte de croissance économique et du nombre d'emplois sans se préoccuper en fait de l'économie du logement. Et on avait donc du coup ce cas absolument fantastique d'une déconnexion totale entre l'économie de l'emploi et l'économie du logement. Puisque l'économie de l'emploi, en gros, c'était la Suisse, l'économie du logement, en gros, c'était la France. Bon. Là, on arrive avec le ZAN, enfin la sobriété foncière en perspective ZAN, le Genevois et les collectivités locales du Genevois qui disent écoutez, nous, on a un gouvernement et une Assemblée nationale qui a voté une loi qui s'impose de façon homogène à l'ensemble des territoires, qui nous dit moins 50% sur la trajectoire d'artificialisation. Donc, on ne peut plus artificialiser autant qu'on faisait avant. Donc, ça veut dire que vous qui voulez exporter chez nous votre besoin en artificialisation, maintenant, ce n'est plus possible. Concrètement, le différentiel dans l'attention que le législateur apporte à la sobriété foncière disparaît brutalement en 2021. Alors, dans les faits, moins brutalement, puisque le temps que ce soit traduit dans les documents, les SRADET, les SCOT, les PLU, et en gros une petite décennie. Mais une petite décennie en aménagement, c'est immédiat quasiment, hein, au regard des temporalités. Et le pire, c'est que pendant très longtemps, la sobriété foncière en perspective ZAN n'était pas un sujet en Suisse. C'est-à-dire que c'était un problème de français. Il y avait peut-être une forme d'incompréhension de ce qui se passait. Il y avait peut-être une forme de déni aussi, de se dire, bon, en gros, ils ont fait cette loi, mais ils vont la détricoter à la française. Ça veut dire qu'ils commencent par faire des trucs un peu durs comme ça, et puis après, ils vont faire des exceptions. Puis après, il y aura tellement d'exceptions que la loi, elle ne vaudra plus rien. Bon. Et après, ils se sont dit, mais on va changer de gouvernement. Le prochain président, ce sera certainement quelqu'un d'autre qui sera éventuellement défavorable à cette loi. Ils vont revenir sur la loi, ils vont la détruire, et puis on va passer à autre chose. Sauf que plus le temps passe et plus ils se rendent compte qu'il y a une certaine forme d'emballement autour du ZAN et de la sobriété foncière en France. Et ils commencent vraiment à prendre au sérieux le sujet, si bien que ils sont en train de se dire, mais s'il faut qu'on réimporte la capacité à produire du logement chez nous, il va falloir qu'on trouve des solutions. Le problème, c'est que la LAT nous empêche. Les citoyens, avec les votations, ont voté non pour un certain nombre de propositions. Densification, élévation du bâti, tout ça a été voté non. On a des recours sur les projets de logement que l'État fédéral nous a accordé le droit, dont l'État fédéral nous a accordé le droit, en particulier le PAV, par exemple, hein, pour celles et ceux qui connaissent, qui est un grand projet d'aménagement pour créer du logement de masse dans le Genevois. Il y a tellement de recours que le PAV a 20 ans de retard. Donc, pendant ces 20 ans, les gens, ils arrivent, c'est 10 000, parfois 15 000 arrivées par an. Donc, c'est quand même beaucoup de flux de population qu'il faut loger, sachant que le taux de vacances du logement dans le canton de Genève, c'est 0,4%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un taux de vacances normal qui correspond au temps où le logement est vide entre le départ des gens et l'arrivée des nouveaux occupants, en gros, c'est la contractualisation du contrat de location ou des contrats d'emprunt bancaire pour accéder au logement, c'est 3%. Donc ça veut dire qu'en dessous de 3% de taux de vacances, vous êtes sur un marché qui est tellement tendu qu'il devient dysfonctionnel. Et à Genève, on est à 0,4%. Pour vous dire que dans des villes comme Paris, par exemple, on est plutôt aux alentours de 7%, 8% de taux de vacances. 6%. Donc, les Genevois commencent à paniquer et se disent, alors du coup, s'il faut trouver des solutions, qu'est-ce qu'on fait ?
Et alors, on a, ça c'est je remercie d'ailleurs Pierre qui m'a envoyé cette une hier, donc qui illustre bien le propos. Nouveau Genève qui dit logement, faut-il raser la zone villa? Donc là, on prend un peu des solutions extrêmes. Alors le titre est provocateur, les gens qui habitent les villas, c'est des propriétaires privés, il n'y a aucune raison qu'ils disent oui, oui, rasez-nous et puis construisez des logements. Forcément, ils ne vont pas être d'accord. Bon, et puis l'entretien de Antonio Rogers, qui est l'un des conseillers, des membres du Conseil d'État, qui dit l'attractivité de Genève nécessite des logements. Ah ben, enfin, on reconnecte l'économie de l'emploi avec l'économie résidentielle. Bon. Donc, toute cette une est en fait une réponse à ce qui se passe côté français et à ce petit grain de sable qui s'appelle Lausanne, qui est venu remettre en question complètement la dynamique de croissance du Genevois français. Et là, c'est ma dernière slide, je m'arrêterai là. C'est une des stagiaires en master sur le projet de recherche, Camille Aurillac, qui a réalisé ce transect. Alors, c'est tout petit, et puis l'enjeu, ce n'est pas de rentrer dans le détail, mais vous avez en gros la ville de Genève qui est au milieu, là, vous voyez. Et puis, elle a essayé de spatialiser en fonction de l'éloignement à la frontière de part et d'autre, d'un transect qui est en fait est-ouest et puis qui part un peu vers le nord-ouest. Là, vous le voyez, les parties rouges sur le Genevois. Elle a essayé de voir comment le déploiement du ZAN, de la sobriété foncière en perspective ZAN, rencontre des enjeux différenciés territoire par territoire. Bon. Et elle s'est rendue compte que les communes les plus proches de la frontière ont en gros deux profils de territorialisation. Celles qui avaient déjà adopté une dynamique très genevoise, c'est-à-dire des zones de villas où on cultivait un certain forme d'entre-soi présentées comme étant sobres foncièrement, mais qui sont en fait de l'homogénéisation sociale. Bon, j'ai rien contre l'homogénéisation sociale, mais c'est une dynamique qu'il faut quand même noter. Deuxième trajectoire, c'est des trajectoires de communes qui ont beaucoup artificialisé, parce qu'elles étaient proches de la frontière, comme Gaillard, comme Annemasse, qui récupèrent enfin une partie du contrôle de leur propre territoire avec Lausanne et qui ont enfin des arguments pour dire, écoutez, là, on va freiner un peu sur la sobriété, sur l'artificialisation, parce que d'une part, on n'a plus beaucoup de foncier disponible, et puis d'autre part, tout ça en fait coûte extrêmement cher, et on est dans une course sans fin contre produire du logement, et puis toutes les catégories de logement, c'est du logement social, du logement abordable, c'est du logement pour les catégories plus aisées de population, et il faut répondre à tout ça en même temps. Bon. Et puis en fait, les municipalités qui râlent le plus, ce sont celles qui sont le plus éloignées de la frontière, dans une forme de périurbain ou de rural un peu néo-ruralisé, pardon, qui se rendent compte, qui sont en train d'aborder le ZAN comme étant très ruralicide. Bon, mais ça, c'est un peu ce qu'on a discuté à la table ronde hier, à discuter, à voir dans quelle mesure est-ce que la sobriété foncière empêche le développement de ces territoires-là. Voilà, je m'arrête là pour laisser un peu de temps aux questions et je vous remercie de votre attention. Alors, est-ce qu'il y a des micros qui circulent ? Alors, les Suisses, ils peuvent faire deux choses. La première, c'est ils déménagent, donc pas forcément trop loin, et puis ils déménagent souvent dans les zones de villa. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils viennent faire leurs courses, en particulier ce qui est consommation courante dans les supermarchés. Ils prennent la voiture et puis hop, ils vont. Voilà. Parce que ça coûte quand même moins cher que sur leur territoire. Oui, on va faire comme ça. Oui. C'est pas simplement des logements, parce que ces gens, ils ont des enfants, ça veut dire des écoles, ça veut dire ils sont malades, ça veut dire des médecins. Il y a tout derrière ça, il y a toute une infrastructure qui doit être à la charge de la France et qui ne suit pas, qui ne peut pas suivre. Alors, moi, je dirais deux choses par rapport à ça. C'est toute l'économie résidentielle, donc effectivement, c'est l'économie du présentiel, donc c'est les écoles, les hôpitaux, les infrastructures, tous ces éléments-là, les services. Donc tout ça, en fait, il y a un coefficient multiplicateur. Pour 1 mètre carré de logement produit, il y a X mètres carrés supplémentaires de logement pour l'économie présentielle, résidentielle. Avec cette petite nuance qu'une partie non négligeable d'infrastructures, en particulier culturelles, sont pris à la charge du canton de Genève et donc sont déchargés des budgets locaux. Bon, mais c'est pas non plus... bon, on s'est compris.
Oui, c'était un petit peu en continuité de cette première question. Est-ce qu'il y a des taxes spécifiques qui sont payées par les cantons, mais pas uniquement la Suisse? Ça aussi concerne le Luxembourg, ça concerne aussi toutes les grandes eurorégions qu'on a autour, y compris dans le sud avec l'Espagne. Est-ce qu'il y a spécifiquement des taxations qui sont permises par l'Union européenne et qui peuvent venir suppléer en fait les budgets locaux, non seulement en crèche, en hôpitaux, mais essentiellement aussi en route, puisque ça implique pas mal de constructions routières et leur dimensionnement pour justement ces transhumances. Alors, le problème de la Suisse, c'est qu'elle est dans l'espace Schengen, mais elle n'est pas dans l'Union européenne. D'ailleurs, la Genève a toujours voulu être dans l'Union européenne. Bon, c'est plus les cantons un peu plus ruraux qui ont toujours refusé les référendums, apparemment. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de la question, mais en revanche, donc, effectivement, il n'existe pas de subside à ce niveau-là. En revanche, il y a des projets qui sont financés, des projets ad hoc qui sont financés. Et par exemple, le Léman Express a été financé à parité assez intéressante, puisque les Suisses ont mis beaucoup d'argent. Mais bon, c'était pour l'intérêt bien commun du canton, puisque si on finance le Léman Express, c'est pour faire venir plus de frontaliers depuis plus loin. Donc en fait, derrière l'idée de financer le Léman Express, il y a l'idée de continuer le report de plus en plus éloigné de cette population qui vient travailler en Suisse, mais qui va vivre en France. Donc bon. Bonjour. Est-ce que vous pourriez revenir rapidement, enfin expliciter un peu ce que vous vouliez dire par ZANDUR, tous ces enjeux de justice spatiale sur lesquels vous êtes passé un peu rapidement? Je pense que vous en avez déjà parlé un petit peu hier, mais voilà, si vous pouviez revenir un peu dessus, s'il vous plaît. Alors, sur la sobriété foncière, alors, le ZANDUR, le ZAN faible, il n'existe pas parce que le zéro artificialisation net, le net, il s'impose quoi qu'il arrive. Bon. C'est plus dans la période d'avant, sur comment dire, l'espace de négociation qu'ont chaque municipalité ou EPCI dans les quotas d'artificialisation qu'ils peuvent avoir. Et tout ça, c'est des négociations très politiques. Donc, personne n'est illégitime, mais personne n'est particulièrement légitime à tirer la couverture à soi. Et donc, quand on a deux légitimités qui s'opposent, c'est le politique qui tranche. Et le politique, il tranche sur un certain nombre d'observations factuelles dans le cas du ZAN, de la sobriété foncière, puisqu'on est sur, en gros, de la gouvernance par classeur Excel, par chiffres, par quota, par grande enveloppe. Et donc, on peut observer dans certains endroits qu'un fort passé d'artificialisation est un facteur qui affaiblit la capacité des territoires à négocier dans l'attribution des quotas. Donc la territorialisation d'une sobriété foncière en perspective ZAN un peu dure serait justement de considérer que les territoires qui ont beaucoup artificialisé se verraient attribuer une enveloppe plus faible que ceux qui ont moins artificialisé. Et ça interroge la justice spatiale, parce que dans certains cas, et dans le cas du Genevois c'est assez vrai, ceux qui ont le plus artificialisé ont joué le plus le jeu collectif de cette réponse qu'il fallait apporter à la pression qui venait de Genève pour produire en masse du logement. Alors que ceux qui ont moins artificialisé, et qui peuvent se targuer d'être plus sobres en termes fonciers, sont quand même ceux qui ont essayé de protéger leur capital naturel pour protéger un certain niveau de qualité de vie, un certain niveau de prix de logement, généralement pavillonnaires avec des jardins très conséquents, pour des classes de population beaucoup plus aisées que ceux qui habitent dans du collectif. Donc, la façon dont se territorialise la version dure ou moins dure de la sobriété foncière sur un passif d'artificialisation dans les périodes opposées pose la question de la justice spatiale de ceux qui ont répondu aux besoins collectifs et ceux qui ont joué le jeu d'un certain entre-soi. Vous pensez que l'absence de solution à long terme va avoir un impact sur l'économie genevoise? Alors, la réponse, je répète la question, est-ce que l'absence de solution à long terme peut avoir un impact sur l'économie genevoise? Je pense que la réponse immédiate serait de considérer oui, et j'ai bien peur que la réponse soit non. Parce que les salaires suisses permettent des niveaux de transport que les gens qui ont des salaires en euros n'imaginent pas. Mais il y a par exemple, imaginons, l'économie suisse, l'économie de Genève a besoin de pouvoir des emplois qu'elle crée. Elle ne trouve pas. Parce que les gens n'arrivent pas à se loger. Qu'est-ce qui va se passer?
ben, les gens qui postulent savent que l'emploi qui est très bien payé n'est pas très bien pourvu. Donc, ils vont se mettre à négocier. Et ils vont se mettre à négocier deux choses. Un, des hausses de salaire, parce qu'ils viennent de plus loin et ils ont besoin de se loger, et la région n'arrive pas à les loger. Et deux, du télétravail. Ça veut dire qu'on voit arriver cette situation où des médecins ou des infirmiers travaillent 4 jours de façon intensive à Genève et rentrent chez eux au Portugal en avion. Et donc, on est possiblement sur un scénario où l'aire urbaine de Genève deviendrait, pour une certaine catégorie de la population, d'envergure européenne. Donc, les effets du ZAN, là, pour le coup, d'économie du carbone, vont envoler avec l'avion. Hein. Au-delà du Genevois, finalement, on est sur un projet ZAN. Est-ce qu'on va vraiment devenir, on va faire du ZAN en France dans quelques années, ce qui est illusoire à mon sens. Alors, je ne peux pas répondre à cette question, c'est très, on va dire, prospectif, et puis il y a plein de choses politiques qui vont se passer sans doute. J'ai envie de dire, pour pouvoir mettre en place ce ZAN, il va falloir mettre en place un certain nombre de mécanismes correctifs, y compris des mécanismes fiscaux. Alors, on peut en imaginer un certain nombre. Moi, celui spontanément que je verrai le plus, c'est une sorte de, un peu comme un marché carbone, bon, puisque le ZAN, en fait, c'est du capitalisme, on est d'accord. Hein, bon. Donc, dans un cadre de capitalistique, un marché de droits artificialisés qui permettent, dans certains territoires qui ont besoin d'artificialiser, parce que c'est vrai et ce n'est pas un mal, d'artificialiser pour répondre à des projets d'infrastructure, des projets des hôpitaux, des écoles, parce que notre population continue à augmenter, parce que si on a envie de réindustrialiser, ben, il va bien falloir trouver de l'espace, etc. Et que ces droits d'artificialisation correspondraient à des transferts de fonds vers des municipalités qui n'ont pas besoin d'artificialiser, mais qui pourraient au contraire avoir besoin de désartificialiser. Des territoires qui perdent des habitants, des territoires qui ont besoin de réensauvager pour des questions de protection de l'environnement et qui pourraient comme ça trouver un certain équilibre dans les business models inexistants du réensauvagement et de la désartificialisation qui pour l'instant ne sont que des coûts et qui pourraient trouver là des formes d'équilibre. C'est un peu un pas de côté, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu sur l'industrie un peu de la promotion immobilière dans ce territoire-là? Est-ce que c'est plutôt des groupes français qui ont construit dans les périodes où il y a eu beaucoup de construction, par exemple à Annemasse, etc. Est-ce que c'est des groupes suisses dont l'activité... Et voilà, est-ce que ça joue un rôle dans les négociations actuelles autour de la sobriété foncière? Alors, sur la filière, on va dire, de l'industrie de la construction, dans le Genevois, c'est essentiellement des Français. Il y a beaucoup d'Eiffage, un peu de Vinci, même si Vinci est surtout basé dans le Lyonnais. Bon, il y a les grands groupes, et puis il y a des groupes un peu plus régionaux, locaux. Par contre, sur les effets de la sobriété foncière sur l'industrie de la construction, j'ai le sentiment qu'on est, comme dans beaucoup de lois actuellement, sur une tendance qui va conduire à supprimer le segment intermédiaire. Parce que, en gros, avec la sobriété foncière en perspective ZAN, vous allez passer d'un business model d'artificialisation en extension d'urbanisation à un redéveloppement de la ville sur la ville ou de l'artificialiser sur l'artificialisé, puisqu'il n'y a pas que de la ville. Bon. Ça, les entreprises qui sont capables d'impacter en termes de métiers, en termes de ressources financières, en termes de systèmes productifs, sont finalement assez peu nombreux. Et donc, on peut faire l'hypothèse que ce choc industriel va faire disparaître le secteur intermédiaire, va laisser les petits qui vont alors, laisser les petits dans quelle mesure? Je pense que certains vont faire faillite, et puis, ça c'est les entreprises, hein, et puis après, ils vont se reformer, ils vont reformer des entreprises, et puis ils vont comme ça switcher sur de la rénovation ou de la réhabilitation. Mais en gros, ce seront les mêmes gens, quoi. Et puis, les intermédiaires vont certainement se lancer dans une forme de rachat ou de système de faillite, mais eux, par contre, je ne suis pas sûr qu'ils s'en remettent. Et il ne resterait que du coup un certain nombre de très gros qui auront eu en interne les ressources pour anticiper la sobriété foncière, pour s'adapter en termes de métier, en termes d'investissement, en termes de stratégie industrielle. Et il est très possible qu'à terme, cette politique conduise à une concentration du secteur de la construction.
Bon, mais je m'avance peut-être un peu, c'est une hypothèse à débattre, quoi. Oui, bonjour. En quoi la situation genevoise est comparable à la situation non. La situation de Bâle. Oui. Tant pis. Ben, je dirais que déjà, de façon géographique, l'épine de Genève est beaucoup plus avancée dans le territoire français. Et que donc, du coup, cette région transfrontalière, elle est finalement beaucoup plus organique, sans doute. Bon. Après, je ne connais pas suffisamment le cas de Bâle pour pouvoir me prononcer. J'ai l'impression toutefois que la région autour de Bâle est plus équilibrée dans le partage des infrastructures. Et il me semble que l'aéroport, d'ailleurs, est côté français. Bonjour. On donnera le micro au monsieur du premier après. Oui, bonjour. Vous avez le micro après. C'est moi ou c'est... Non, je crois que c'est toi. Mais Oui, je prends la question, enfin je pose la question. Allez-y, après on donne le micro, monsieur. Très bien. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier et je pense que malheureusement, les personnes qui posent des questions n'ont pas tendance à vous le dire. Donc merci pour cette présentation. Et puis maintenant, j'enchaîne avec ma question. Non mais bref. Fayot, désolé, mais on ne pose pas une question comme ça, n'importe qui. Donc bref. Enfin. Moi, j'avais une question pour les... J'avais une question pour les personnes qui... C'est embêtant, ouais, s'il vous plaît. Allez-y, posez la question. Oui, j'avais une question pour les personnes qui sont sur le côté français, mais qui ne sont pas transfrontaliers. Est-ce que vous pensez que comme il y a l'objectif, donc ZAN, une réduction donc, de nouveaux chantiers de création de logements, ces personnes-là ne seraient pas cherchées aussi, ou du moins sous pression, et ne chercheraient pas aussi à vivre un peu plus loin? Oui, très bonne question. Et est-ce que je peux prendre la question du monsieur qui essaie de la poser depuis tout à l'heure aussi? Attendez le micro parce que sinon les gens au fond ils ne vous entendent pas. Il est là. Merci beaucoup. Mais finalement, les deux questions sont un peu liées parce que ma question c'était sur les répercussions que ça peut avoir en termes de pression foncière sur des agglomérations plus éloignées, type Annecy, voire jusqu'à Chambéry, tout ça. Donc ça rejoint un peu la question du monsieur. Alors merci pour vos deux questions qui sont effectivement assez proches. Ce que l'on peut anticiper, mais c'est une hypothèse de travail prospective, c'est effectivement un étalement concentré. Parce que la sobriété foncière s'impose à tout le monde, le ZAN s'impose à tout le monde. Donc ça veut dire que les quotas d'artificialisation s'imposent à tout le monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer que pour une raison X et Y, tout d'un coup, à 150 km du Genevois, on ait un immense développement sur l'artificialisation. Ça veut dire qu'en fait, cet effet de report, il va se reporter sur le quota artificialisable d'un nombre de plus en plus éloigné de communes, mais qui ne pourront pas individuellement trop grignoter sur leur territoire. Donc en fait, ce que l'on peut s'attendre, c'est que les populations les plus fragiles, celles qui sont effectivement payées en euros, vont devoir progressivement quitter le Genevois et vivre de plus en plus loin dans une artificialisation finalement diffuse, mais sur une aire urbaine beaucoup plus vaste, tout en continuant à devoir travailler dans le Genevois français qui a besoin de gens qui travaillent chez lui. Et pour revenir sur la question, je crois que c'était la vôtre, ce n'est pas Genève qui ne pourra plus pourvoir ses emplois, mais possiblement le Genevois français, ce qui est déjà en partie le cas. Bon, écoutez, je vous remercie pour la qualité de votre écoute.